Je suis très content de vous voir très nombreux ici pour une conférence consacrée aux sources de l'histoire des parcs et jardins en région Centre Val-de-Loire. Alors, avant de me lancer dans une présentation à la fois méthodique, de la variété et aussi illustrée, parce que c'est intéressant de voir de belles choses après tout, concernant les jardins, j'aimerais juste vous citer un article de l'article 1 de la Charte de Florence en 1982 qui définit les jardins et l'intérêt des jardins. Un jardin historique est une composition architecturale et végétale qui, du point de vue de l'histoire ou de l'art, présente un intérêt public. Comme tel, il est considéré comme un monument. Donc, je vais me placer. L'an dernier, c'était la Renaissance. J'ai fait une conférence sur les sources de l'histoire de la Renaissance en région Centre-Val-de-Loire. Eh bien, on va prendre le même procédé ici, qui consiste à essayer de passer en revue un certain nombre de principes généraux qui valent pour toutes les sources, et puis ensuite de passer à un florilège, à une promenade dans les jardins, une promenade dans l'espace et dans le temps, puisqu'on a la chance, à travers les sources, principalement les sources archivistiques, qu'elles soient iconographiques ou écrites, manuscrites, de disposer en région Centre d'un très joli échantillon. Je commence par un exemple qui concerne un jardin que vous connaissez, je pense, toutes et tous, qui est le jardin de Villandry. Alors nous sommes ici dans un plan du XVIIIe siècle, et ça provient des fonds de l'intendance de Tours, dans la sous-section qui est consacrée aux documents concernant les turcis et levées. Donc c'est ce service du XVIIIe siècle de l'intendant qui faisait en sorte qu'on puisse contenir la Loire et les autres fleuves dans des levées. Et cette cote, alors c'est coté C189, on vous dit qu'il y a une pièce papier, on est content, il y en a même plusieurs avec des plans. Et vous avez un intitulé, c'est le plan de la route de Tours en Poitou par Azel-Rideau, Chinon et Loudun, contenant toute la banlieue entre Tours et Chinon. Ce qui est intéressant ici, c'est ce qui est ici. Vous voyez ici des petites notations chiffrées. Ce document est fait pour les ingénieurs voyers, pour les ingénieurs des ponts et chaussées, pour essayer de voir quel est le travail à faire pour redresser le chemin au bord du Cher. Or, pour arriver à dresser ce plan, on ne se prive pas de représenter ce qui, ici, à côté, forme le village de Villandry. Restons à Villandry, nous sommes dans un autre fond de l'intendance. C'est une requête du seigneur de Villandry au grand voyer de France de la Généralité de Tours. Et j'ai entouré le texte intéressant, c'est disant que pour agrandir et former un potager à son château de Villandry, il a acquis plusieurs maisons joignant le grand chemin qui traverse le bourg. Je vous fais grâce de la suite. Il dit qu'il a détruit les maisons et qu'il demande l'autorisation au grand voyer de France de pouvoir supprimer un chemin. Nous sommes à Villandry en 1762. Voilà la réaction du service des voyers. Je requiers pour le roi qu'avant de faire droit, visite et reconnaissance du chemin dont le suppliant demande la suppression soit faite par Gasnier, commis voyer, dont il dressera son procès-verbal avec un plan. Tout ça sur le même document. On rajoute une mention. Voilà le plan en question. Vous avez en haut la certification du dit Gasnier qui dit « j'ai fait mon plan, voilà le plan véritable ». Ici, vous avez une autre mention et vous avez entouré la partie qui concerne le chemin. Les maisons en gris sont les maisons qui ont été détruites et le chemin qui est supprimé, c'est ce chemin-là. Je vous ai mis à côté un extrait du cadastre actuel, disponible en ligne. Et vous voyez que ce chemin, cette route qui est ici, qui elle est conservée, est toujours là. Ça, c'est l'objet pour lequel a été fait ce document, c'est pour attester de la suppression d'un chemin dans le cadre d'une demande du seigneur de Villandry qui veut pouvoir disposer de son terrain comme il le souhaite. Ce qui est évidemment intéressant, c'est ce qui se passe ici. Et il faut l'avoir en tête, on a ici le château, les communs qui existent toujours par lesquels nous rentrons à Villandry, et ici la pièce d'eau, et nous sommes en 1762. Là, nous faisons un saut dans le temps. Nous avons les jardins tels que vous les connaissez sur ce plan. Il est volontairement inversé pour garder l'orientation identique sur les deux plans. Vous voyez donc un plan ici de 1932. Et vous avez à côté un plan qui est beaucoup plus récent, il a dû être fait dans les années 2000, qui montre l'état du jardin en 1860. Alors tout ça pour vous montrer, et ça ce sont des plans qui ont été faits, l'un juste pour mémoire, et l'autre pour donner une idée de ce que pouvait être le jardin une fois qu'il avait été fait par Joachim Carvalho. Tout ça pour vous donner les éléments suivants, c'est que nous avons
dans cet exemple de Villandry, une spécificité des sources, qu'elles soient archivistiques d'ailleurs ou autres, qui sont produites dans un cadre particulier. Nous avons une demande d'un seigneur qui veut supprimer un chemin, et évidemment on fait un tracé qui outrepasse le simple tracé du chemin. Nous avons une demande, un plan des ingénieurs voyers qui cherchent à rectifier le chemin du bord du Cher, et par la même occasion on fait le plan de tout ce qu'il y a autour. Donc on a une obligation précise, une obligation formelle de créer une source, de créer un document, par obligation réglementaire, par contrainte ou par application du droit en vigueur. Le seigneur de Villandry ne pouvait pas supprimer le chemin sans demander l'autorisation. Et ça, c'est très important dans l'analyse des sources, en tout cas des sources archivistiques ou iconographiques. D'ailleurs, la démarche est à peu près la même. Nous avons des sources variées à mobiliser pour étudier un seul et même objet. Un jardin qui est considéré comme un monument, je vous l'ai dit en introduction au titre de la charte de Florence. Et nous avons deux valeurs pour un même document. La valeur primaire du document, c'est celle pour laquelle il a été créé. Tout à l'heure, nous avons vu une supplique d'un seigneur qui demande à l'administration de l'époque, à l'intendance, de supprimer un chemin. Ça, c'est la valeur primaire, ça a été fait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ou alors faire des travaux sans autorisation, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est la valeur secondaire de ce document, puisqu'on a la chance, si on le remet à l'écran, de voir qu'on a une vue beaucoup plus large et on distingue beaucoup plus clairement le réseau, notamment hydrologique, de ce jardin. Donc ça, c'est la valeur secondaire. Et je crois que c'est très important ici de s'y arrêter. Les deux valeurs qui cohabitent dans un même document. La valeur primaire, qui est la valeur pour laquelle on a créé initialement ce document au moment où il a été créé. Et la valeur secondaire, qui est celle que les historiens y cherchent, avec évidemment le corollaire qui est la nécessité d'un esprit critique, d'un regard critique, pour comprendre quelle est la nature de l'information qu'on va trouver en fonction de la raison pour laquelle on a créé le document. Tout n'est pas implicite. Là, nous avons, sur le plan précédent, nous voyons qu'on a tracé juste le plan d'eau, on n'a pas tracé le reste des parterres. Or, il y avait des jardins au XVIIIe siècle, la Villandry. Donc ça, c'est très important, cette question de la critique et de l'analyse des deux valeurs, la valeur primaire du document, la valeur primaire de la source et la valeur secondaire, avec le filtre de la critique externe. Est-ce que le document a l'air authentique? Mais ça, bon, on n'est quand même pas là pour ça. Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est bien signé? C'est très important. Ou est-ce que c'est un document de travail? Et ça, pour les jardins, on est souvent confronté à des plans. Et si on ne regarde pas bien, on peut très bien prendre un projet pour un plan fini ou l'inverse. Et puis, on a besoin, en tant qu'historien ou en tant que chercheur, qu'on soit amateur ou plus chevronné, de répondre à une question: quelle est l'institution, quel est le service, le bureau, la structure, la personne publique, la personne privée qui a eu à traiter du jardin ou du parc sur lequel je travaille? C'est comme ça qu'on commence. Est-ce que c'est un jardin qui est un jardin privé, qui n'a jamais... Comment est-il arrivé là? Comment l'a-t-on construit? Et qui a eu à traiter, de près ou de loin, de ces sources? Et il faut évidemment ajouter à tout cela une valeur esthétique, une valeur artistique, une valeur pittoresque. Et puis, pour l'information, il s'agit un peu... On peut faire une comparaison avec le minerai. On a une question de teneur. Il y a du minerai à forte teneur. Eh bien, il y a des documents à forte teneur informative, ou à forte teneur historique, et puis d'autres qui en ont moins. Et c'est vrai qu'il vaut mieux concentrer le temps dont on dispose pour essayer de trouver le meilleur filon. Et puis, on a aussi une particularité des jardins par rapport aux monuments ou par rapport aux objets ou aux œuvres d'art, c'est que le jardin est périssable. On le dit aussi dans la charte de Florence, on dit que c'est lié aux saisons, à l'activité des saisons, et il est encore plus complexe de s'arrêter à un état d'un jardin. Et c'est pour ça que les jardins, on a une grille de lecture, une grille de recherche qui peut changer un peu par rapport à un monument qui est plus pérenne, enfin, sauf vicissitude du temps ou de la guerre. Il y a d'un côté la recherche du jardin singulier. On pourrait faire un anachronisme en parlant de jardin remarquable, mais c'est un label. En tout cas, un jardin particulier sur lequel on a envie de travailler, où là, on va faire une recherche ciblée qui va mobiliser les mêmes critères que ceux que j'ai évoqués précédemment, la recherche de la source, la recherche de la meilleure source et de la compréhension de la genèse de cette source, et puis des recherches qui peuvent être menées, qui sont menées actuellement et qui ont été menées il y a quelques années sur l'échelle plus large, sur les jardins que certains historiens ont qualifiés d'ordinaires. Les jardins du quotidien, ça a été aussi une expression très employée. Et là, on fait de la recherche beaucoup plus sérielle. Et ce sont des méthodes qui ont été sérielles, qui ont été employées notamment avec les services de l'inventaire, dans la DRAC Pays de la Loire, les travaux d'Olivier Rialan, Christine Toulier, et toutes les équipes qui ont travaillé à partir d'un corpus homogène
qui était le corpus d'une source homogène, cette fois-ci parfaitement maîtrisée, connue, et pour lesquels on le savait pour la raison de sa création, qui était le cadastre napoléonien. Alors je n'y reviendrai pas parce que je préférerais vous montrer d'autres sources, mais c'est une des façons de repérer les jardins que de traiter, de s'occuper des plans et des cadastres napoléoniens, en sachant qu'à l'échelle de la région Centre-Val de Loire, tous les plans, qu'ils soient tableaux d'assemblage, les plans, les feuilles ensuite, et pour certains, les matrices, ça commence à être fait, mais en tout cas, les plans sont tous numérisés, tous accessibles en ligne sur les sites des archives des 6 départements qui forment la région. Donc vous pouvez déjà travailler à un repérage. Premier repérage, on a un corpus commun, on a un corpus cohérent, le cadastre napoléonien fait par des topographes. Eh bien, on peut s'y référer en allant chercher à la commune, tableau d'assemblage, et puis ensuite, on repère le numéro de la feuille, et on va sur la feuille, et ensuite on zoome. Il y a tous des systèmes de capacité de zoom dans tous les systèmes qui permettent de visualiser, et à ce moment-là, on peut arriver directement sur une source importante. Donc voilà, c'est le premier exemple tout à fait simple. Nous avons, pour un jardin que tout le monde connaît, Villandry, qui a été recréé ou restitué ou réinventé par Joachim Carvalho au début du XXe siècle, nous avons des sources qui correspondent à d'autres démarches, qui sont celles notamment du seigneur de Villandry de l'époque, qui décide de réaménager son parterre et qui n'a pas besoin d'un chemin qui ne lui sert plus à rien. Voilà. Alors là, on retrouve ici, le chemin qui est devenu une route. Et donc, le chemin ancien était sans doute par ici. Mais là, on ne se prive pas d'une vue de Villandry comme ça. On retrouve bien le château, le commun qu'on voyait, et puis la partie des communs avec les granges. Alors, avant de rentrer dans les questions de source, juste quelques mentions d'au moins 3 ouvrages que vous connaissez sans doute. Le premier, c'est le catalogue de l'Expo Jardin qui avait eu lieu au Grand Palais. Une expo magnifique qui mettait en avant toutes les facettes des jardins, que ce soit la facette historique, la facette esthétique, la facette onirique, poétique, artistique, dans lequel il y a beaucoup d'articles avec des références, notamment un article de Monique Mosser, qui est une grande historienne des jardins, dans lequel vous avez des éléments avec beaucoup de références. Donc ça peut être aussi une façon de voir comment on peut approcher l'histoire d'un jardin que de feuilleter ce catalogue. Le deuxième, celui qui est au centre, qui est un travail sur Édouard André, donc un paysagiste botaniste qui est originaire de Touraine, sous la direction donc, de Florence André, qui est évidemment de sa famille, et de Stéphanie de Courtois, qui dirige maintenant le master de l'école d'architecture de Versailles pour les jardins historiques. Et c'est intéressant parce que vous avez dans ces études des cas concrets. Et il n'y a rien de mieux pour apprendre les sources de l'histoire des parcs et jardins, comme les sources d'ailleurs d'autres éléments, que de passer avec des cas concrets, puis ensuite de se lancer en essayant de reproduire la même méthode. Et le dernier, c'est la fabrique du jardin à la Renaissance. Alors moi, je préférerais qu'on parle plutôt de la fabrique du jardin, parce qu'il y a des articles qui dépassent largement la Renaissance. Ça a été publié aux presses universitaires François Rabelais en 2019, et c'est des actes d'un colloque, plus des articles complémentaires qui ont été ajoutés sur les jardins, et notamment les jardins qui ont été restitués. Alors, une fois vu ces quelques éléments de bibliographie, je vous renvoie aux bibliographies, notamment au catalogue du Grand Palais, il y a une bibliographie très complète. Je vous propose de regarder un outil qui a été mis en place, créé à la demande du Conseil national des parcs et jardins il y a quelques années maintenant, en 2000, ça a été mis par convention, c'est un travail qui a été donc fait avec le Conseil national des parcs et jardins et le service interministériel des archives de France, par convention en 2011. Ils ont décidé de lancer une enquête nationale, donc de sonder tous les services d'archives nationales, départementales, municipales, avec un questionnaire autour de l'histoire des parcs et jardins. Le résultat, on a eu 71 archives départementales sur 100 qui ont répondu et 83 services d'archives municipales, évidemment toutes les archives nationales. Et c'est mis en ligne depuis 2014 sur le portail des archives, portail européen des archives. Alors, comme vous pouvez le deviner, je pense, oui, ça va. Enfin, pour ceux qui sont au fond, c'est pas évident. C'est un guide fait par des archivistes, donc on présente les sources en fonction des producteurs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quel est celui qui a créé le document, pourquoi l'a-t-il créé, dans quel contexte. Donc là, on est toujours là-dedans. On a donc des éléments qui permettent de revenir à cette perception des archives et qui correspond d'ailleurs à la définition réglementaire des archives. J'ai évidemment fait un zoom sur le fonds Édouard André et René Édouard André, qui est un fonds d'archives qui a connu quelques vicissitudes. Les plans d'Édouard André
concerne notamment la région. Donc on a le château du Lude, on a Valençay avec un E et pas un A, mais ça c'est une coquille, et des jardins de villas, mais aussi en Lituanie et sur la Côte d'Azur. Donc on a un fonds intéressant qui avait été confié par la famille André à l'école d'horticulture de Versailles, ce qui n'est peut-être pas, enfin c'était une bonne idée à la base, mais en fait c'est vrai que ce type d'école n'est pas fait, c'est pas son métier de conserver, de mettre à disposition et de communiquer des documents d'archives. Donc il a fallu un certain nombre d'années pour qu'elle rejoigne en 2009 les archives départementales des Yvelines. Et maintenant, il y a un certain nombre d'éléments qui sont numérisés et qui sont consultables sur le site des archives des Yvelines. Voilà, donc ça permet de repérer. Donc tout ce guide vous renvoie aux instruments de recherche. Pas aux documents, mais aux instruments de recherche. Donc vous savez où chercher si vous cherchez un lieu précis ou si vous avez une idée d'un producteur ou si vous voulez simplement vous promener. Eh bien, vous cliquez sur l'un des onglets et vous avez un déroulé d'un certain nombre d'éléments. Alors, ce n'est pas complet puisque tout le monde n'a pas répondu, mais ça a au moins le mérite de vous donner toujours l'exemple et peut-être la bonne idée pour aller chercher, pour aller travailler, pour aller faire la recherche qui vous intéresse. Alors, il y a d'autres plateformes maintenant qui permettent aux chercheurs de travailler beaucoup plus facilement, au moins de déblayer le terrain, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à travailler, à faire mes études. Maintenant, on a vraiment, par exemple, on a cette plateforme ouverte du patrimoine. Alors ça fait pop, c'est très drôle, mais il n'empêche que c'est très pratique puisque ça balaie un certain nombre de bases qu'il aurait fallu aller interroger séparément et vous avez accès à la base Joconde des musées de France, à la base Palissy, à la base des objets mobiliers, à la base Mérimée, enfin je passe, hein, la base patrimoine architectural, photographie en luminure. Alors j'ai tapé jardin, c'est pas très original, mais bon, juste pour vous montrer, il y a 31 207 occurrences. Donc après, évidemment, il ne faut pas commencer par là, il faut taper jardin, il faut passer en mode recherche avancée, ou bien avec la carte, parce que c'est géolocalisé, ça vous permet d'aller voir les choses un peu plus précisément. Dans le même genre, mais plus Val-de-Loire, nous avons la base des... j'ai peut-être un autre avant, je ne sais pas, il m'en manque, voilà. Voilà, donc ça c'est le service régional de l'inventaire, qui est donc maintenant relève de la région Centre Val-de-Loire, et avec qui nous travaillons de façon continue, et qui a lancé, avec l'Association des parcs et jardins en région Centre, un travail d'inventaire et de publication des inventaires, de mise en ligne, de mise à jour et de normalisation des inventaires qui étaient faits par cette association, avec laquelle nous travaillons évidemment à la DRAC, pour donner des éléments de repérage. Et ça permet justement d'avoir des dossiers documentaires pour mieux connaître les jardins, qu'ils soient remarquables ou pas. Donc ça vous donne un autre critère d'approche par le biais du service régional de l'inventaire, avec beaucoup de documentation que vous pouvez trouver sur ce site. Côté archives, France Archives est un portail aussi, un peu comme POP, mais il n'a pas encore été intégré, mais un jour il n'y aura qu'un seul portail, parce qu'à force d'ouvrir des portes, ça devient compliqué. Là, on est dans le portail France Archives, et on a 32 332 résultats si on tape jardin. Donc évidemment, c'est toujours pas la bonne méthode, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée des sources dont on peut disposer, et ensuite vous triez en fonction de ce qui vous intéresse, les documents, les pages web, les commémorations et autres choses du même genre. Alors, l'intérêt de la recherche, c'est pas pour faire l'apologie des archives, mais l'intérêt dans ce type de source archivistique, c'est que depuis 1841, c'est le côté cartésien de la France, on a un seul et même cadre de classement partout dans les archives départementales. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, vous trouvez toujours les fonds d'ancien régime avec les lettres A à H. Voilà, enfin, vous référez toujours au même cadre. Donc, quel que soit l'endroit où vous allez dans les 6 départements de la région, vous trouvez toujours le même cadre de classement. Pour les archives municipales, c'est pareil. Après, évidemment, la variable d'ajustement, c'est le fait que ces fonds existent toujours. Évidemment, à Orléans, vous avez eu quelques dégâts liés au bombardement, mais il y a d'autres endroits où vous avez eu des dégâts liés à un dégât des eaux, ou des services qui n'ont pas encore versé leurs archives parce qu'ils préfèrent les garder parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc voilà, on a plein de choses comme ça où il faut être attentif, mais en général, le cadre étant le même, on doit y arriver. Alors, une fois que les archives sont dans les services, la variable d'ajustement supplémentaire, c'est le fait qu'on dispose ou pas d'un instrument de recherche. C'est-à-dire qu'on ait la clé du trésor ou pas. C'est-à-dire qu'on puisse, à travers un instrument de recherche normalisé, avec un index, ou bien en ligne avec un fichier ou une base de données, interroger aux mots-clés pour aller trouver. Évidemment, j'ai fait les interrogations que vous allez voir après au mot jardin, mais après, vous les faites aux mots qui vous intéressent. Donc, si vous faites une recherche sérielle, vous tapez jardin, vous tapez potager. Si vous faites une recherche précise, vous tapez le lieu. Ou, en tout cas, vous essayez de vous rapprocher de la graphie parce que ce n'est pas toujours évident.
Donc la question du traitement de ces outils, de la mise en ligne de ces instruments de recherche est fondamentale, parce que si vous ne savez pas ce qu'il y a dans le fond, vous n'irez pas le chercher. C'est un peu idiot comme réflexion, mais c'est quand même ça qui se passe. Donc là, on a une autre notion qui a été évoquée par un historien il y a assez peu de temps, un historien des jardins d'ailleurs, c'est la notion de dormance. C'est une notion qu'on connaît bien en botanique, mais c'est l'énergie potentielle en fait, c'est en physique. Ce qui est potentiellement là, mais qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas encore trouvé l'instrument de recherche et qu'on n'a pas encore fait l'analyse de tous ces fonds. Voilà le type de recherche que l'on peut faire. Là, on est dans les archives du Loiret, dans la série des biens, c'est la série de l'époque révolutionnaire. J'ai tapé jardin et j'ai trouvé donc un plan à vue d'oiseau de la maison du château de Courtenay et d'un jardin avec les cours parterres et dépendances. Voilà, ça c'est un type de recherche. Quand l'instrument de recherche est en ligne, c'est assez simple à faire. Là, je suis dans les archives du Cher. Là, c'est un autre type d'indexation avec un moteur de recherche très puissant. Et vous voyez, j'espère vous devinez en bleu une ligne. Et si elle est en bleu, c'est qu'il y a le mot jardin. Mais en fait, il y a surtout le mot jardinier. Donc quand vous interrogez un jardin, vous avez aussi jardinier qui sort. Vous avez aussi monsieur jardin, si ça arrive. J'ai eu le cas, vous avez monsieur, madame jardin, ben, ça sort. Ou le lieu dit le jardin, et ce n'est pas un jardin. Mais ça, c'est le charme de la recherche. Là, vous avez un inventaire des meubles de monsieur Rouleau, jardinier au domaine du Porche-près-Bourges, par suite du décès de sa femme. Donc ça peut être un élément d'intérêt pour savoir quel était le quotidien, quel était le niveau social, le niveau de bien, le niveau d'installation d'un jardinier. Là, on rentre dans quelque chose de plus complexe. Ce sont les séries les plus anciennes pour lesquelles, sous le Second Empire, a été lancé un grand travail de repérage. Il a été décidé par l'empereur que partout, dans les services d'archives départementales, eh bien, on irait inventorier les archives anciennes avec ce qu'on appelle un inventaire sommaire. Alors l'inventaire sommaire, c'est compliqué, c'est un inventaire, donc c'est utile, c'est un outil pratique, sauf qu'il est sommaire. Donc on décrit tous les fonds anciens à l'alias ou au registre, sauf que comme il est sommaire, la description détaillée est partielle et partiale. C'est que l'archiviste de l'époque a trouvé que la source l'intéressait, donc il s'est mis à décrire les choses de façon un peu hypertrophiée, puis tout d'un coup, un registre avec 350 feuillets, il met registre 350 feuillets. Et il met juste le titre, registre terrier de je ne sais quoi. Donc ça, c'est quand même un outil assez complexe. Là, je vous ai mis ça vient des archives d'Eure-et-Loir. Et j'ai voulu faire le test, faire la recherche depuis mon bureau, et je suis allé sur place pour consulter les liasses. Et c'est assez étonnant. Donc là, on voit bien qu'il y a 27 pièces papier et que ça a fait plaisir à l'archiviste de décrire les choses, puisqu'on voit bien qu'on a la correspondance d'un surintendant des finances à son régisseur et que c'est intéressant de savoir si on met des poires de telle ou telle variété, s'il faut envoyer un pot de cresson. Alors je me suis au début je ne comprenais pas ce que c'était, mais le nasrus confit et des cornichons, c'est du cresson. Donc il lui demande de lui garder de la nourriture. Enfin voilà, c'était ça a beaucoup intéressé l'archiviste, mais il n'a peut-être pas tout non plus tout raconté. Là, on a la même chose, toujours dans les mêmes archives départementales, mais là, on a un marché. Là, on vous indique juste, vous voyez, 2 pièces parchemin, 43 pièces papier, un cachet. Ça, au moins, c'est pas mal. Mais après, on vous dit, on vous donne 4 analyses. Donc, ça veut dire que le reste n'a pas été analysé. Mais vous avez au moins un marché de la vicomtesse avec son jardinier. Et vous verrez tout à l'heure que le contenu, évidemment, est fort intéressant. Là, vous avez une interrogation à jardin et on sort jardinier. On vous donne le contenu d'un accord, 134 pièces, et on vous donne juste une analyse. Parce que ça, c'était intéressant, moins que le reste, aux yeux de l'archiviste de l'époque. Mais si vous travaillez sur le sieur de la Varenne, alors il faut aller analyser toute l'alias. C'est ça l'intérêt. Vous avez au moins un repérage. Là, on vous dit qu'il faut conserver la maison seigneuriale, les jardins et fossés, veiller que nul ne pêche les fossés, façonner les palissades, donc les alignements d'arbres, les parterres, les bordures, les allées, voilà. Bon, on oublie juste de vous dire qu'en fait, c'est un contrat. C'est un bail, c'est un contrat d'emploi, dans lequel le jardinier devient serviteur domestique. Ça, c'est quand on va lire le document qu'on trouve ça. Et il a un double emploi, il garde de jour comme de nuit la maison seigneuriale, et il doit les tenir clos et fermés. On vous raconte que le seigneur vient tout le temps, toutes les saisons, il vient en septembre, et qu'il faut donc lui garder, et il veut pouvoir user et disposer des fruits, poires, pommes et pêches, c'est marqué dans le contrat, de l'engagement de ce jardinier devenu domestique, serviteur domestique. Et puis, on vous raconte quel est le logement dont il dispose,
l'équipement du logement, le lit, tout le mobilier, et le fait qu'il a 2 vaches et 2 porcs aussi à sa disposition. Donc vous voyez, l'inventaire sommaire vous donne une piste, mais rien ne remplace la consultation de l'original. Là, c'était une autre interrogation. J'ai fait une interrogation à légumes, au singulier, pour voir. Il faut tester. J'ai essayé pêche, j'ai essayé poireaux, j'ai essayé un peu tout. Mais bon, voilà. Là, vous avez une vente. Vous avez quelqu'un qui vend toutes les herbes potagères des légumes de son jardin. Ça, c'est une étude qui a été menée déjà par le biais des travaux de Florent Kellier, par exemple, qui est à l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation à Tours, qui a commencé là en tout cas, et qui a fait une étude des jardins nourriciers, et qui montre à la fois l'intérêt dans l'économie de l'Ancien Régime de ces jardins nourriciers, leur intérêt économique, leur intérêt personnel pour compléter la nourriture de chaque famille, et puis aussi, vous le verrez tout à l'heure, l'intérêt des propriétaires de jardins pour le côté de sociabilité que représente le jardin, et le côté aussi de statut social. Quand on peut offrir des légumes de son jardin à ses amis, eh bien c'est un signe distinctif par rapport à d'autres. Là, j'ai essayé fruits aussi. Donc là, vous avez un peu plus de détails. Vous avez des relevés de dépenses. Ça, c'est dans les c'est dans les archives départementales d'Indre-et-Loire pour les fonds d'Azay. C'est le chartrier d'Azay-le-Rideau. Vous avez des confitures, amandes, pruneaux fournies par une dame. Voilà. Et vous avez aussi juste après le dépense des boucheries. Il y a très beau fonds sur les boucheries d'Azay-le-Rideau du XVIIe siècle. Maintenant, je voudrais en venir à un corpus intéressant qui, lui, est en ligne aussi sur Internet. C'est l'Atlas Truden. L'Atlas Truden, en 2 mots, c'est un plan itinéraire des routes royales réalisé entre 1740 et 1770. Là, j'ai pris un exemple, évidemment, de la généralité de Tours. Et j'ai pris l'exemple de l'ancienne route d'Espagne, de Paris à Poitiers, par Amboise, Loches et La Haye. Donc La Haye des cartes. Il y a 10 cartes. Et là, vous avez ici le château de Chanteloup. Le domaine de Chanteloup, ici. Alors, il faut bien comprendre une fois de plus, maintenant que vous avez analysé le fait qu'il y avait une valeur primaire et une valeur secondaire des fonds et des créations et des sources, eh bien, la valeur primaire de cette source, c'est une commande administrative d'un contrôleur des finances qui voulait s'occuper de généraliser la corvée des routes royales, un service obligatoire en nature, et donc il a demandé, évidemment, le premier état à faire, c'est l'état des routes, savoir quelle était la contribution qu'il allait falloir demander en fonction de l'état des routes. Je vous renvoie pour ça aux travaux de Stéphane Blon, qui a fait sa thèse sur l'Atlas Truden, et un volume publié en 2014. Alors c'est une commande administrative sans aucune volonté de représenter les jardins. C'est un faisceau de 500 à 600 mètres autour du tracé de la route existant ou du futur tracé. Il y a 22 généralités, c'est la carte que je vous ai mise, la partie rouge, c'est tout ce qui est couvert par l'Atlas Truden. 22 des 31 généralités, les pays d'élection, les pays d'État n'ont pas été obligés de le faire, ils n'ont pas toujours fait. Et vous avez des volumes qui sont aux archives nationales par ordre alphabétique des généralités, avec une échelle qui est quand même assez précise, puisque c'est au 1/8700e, donc 1 cm égale 87 mètres. 2350 cartes, format 60 par 88 cm. Donc ce sont des très grandes cartes, extrêmement complexes à manipuler quand elles étaient consultables aux archives nationales et très utilement numérisées et disponibles en fonction des généralités. Donc, suivant l'endroit où vous êtes, et pour la généralité de Tours et celle d'Orléans, vous avez ce qu'il faut pour aller regarder. Après, le critère, c'est de savoir si vous êtes dans le faisceau de 500 ou 600 mètres de part et d'autre de la route. Mais il se trouve que c'est quand même un rare travail complet sur les généralités françaises qui est homogène. C'est sans doute, après la carte de Cassini, c'est sans doute l'autre gros bloc avant le cadastre napoléonien. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir aller regarder ce qui se passe. La question aussi de la critique externe et de la critique interne de la source, c'est qu'en fait, le travail est un travail d'équipe, les ingénieurs et les dessinateurs, mais pour les jardins, on n'est pas très sûr, tous les historiens ne sont pas complètement sûrs que la représentation soit parfaitement exacte. Je vous mets par exemple ici, alors ça c'est plutôt pas mal sur le jardin, ça c'est Richelieu, la ville de Richelieu à gauche en bloc, et puis le jardin, le château et le grand paysage. Alors là, on est à peu près sûr du tracé, mais pour les autres jardins, il y a quand même une marge d'interprétation, parce que ce qui importait pour le tracé des routes et pour les ingénieurs, c'est de bien identifier le relief, les forêts et les bois, et les obstacles. Un jardin n'est pas un obstacle, donc il faut quand même avoir l'œil bien affûté pour regarder si vraiment c'est juste un décor avec
une étoile ou un compartiment en carré, ou s'il y a plus que ça. Donc on est bien dans cette question de valeur, de double valeur des sources. Et il y a même l'Île-de-France a la chance d'avoir aussi un atlas, l'atlas général dit de Berthier de Sauvigny, 1776-1791, qui est consultable en ligne sur tous les départements, tous les sites des départements, sur les sites des archives départementales des départements de l'Île-de-France. Alors, pour continuer d'autres promenades, je vous emmène du côté de Bourgueil. Bourgueil, où là, nous avons un plan du château et du parc abbatial qui est de la fin du XVIIIe siècle. Ça permet de voir que le jardin s'inscrit dans un périmètre beaucoup plus large et qu'on est à l'échelle du grand paysage ici, ça ne vous échappe pas, et que ces plans sont faits pour identifier un certain nombre d'éléments qui sont la teneur des parcelles, la nature des parcelles, et puis ensuite les propriétaires ou éventuellement la zone sur laquelle s'exerce le pouvoir de l'abbé de Bourgueil. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut croiser cette source donc du plan du XVIIIe avec un marché qui est, lui, à l'extrême fin du XVIIe siècle, entre le grand prieur et le maître jardinier, qui contient des éléments. Il doit entretenir les arbres fruitiers, tant ceux qui seront à plein vent qu'espaliers et buissons. Il doit s'en occuper des marronniers de la basse-cour et de tous les arbres des jardins, entretenir les rosiers, les framboisiers, tondre les palissades d'épines blanches, tenir net les allées, rabasser le bois mort, avec droit de faire une pépinière pour disposer d'arbres de qualité. Et ici, sur le plan, je n'ai pas fait l'agrandissement, vous avez ici cette zone, c'est la zone de pépinière et de charmille. Donc vous avez bien une correspondance entre les documents écrits et les plans qui, eux, servent à autre chose, puisque là, ils servent surtout à localiser les éléments. Et puis, on vous raconte dans ce contrat, dans ce marché, que le jardinier doit fournir au prieur des herbes, des légumes, des pois, des fèves, des artichauts, des asperges et des melons. Donc ça vous donne aussi une idée de la nourriture, de la variété de la nourriture qu'on pouvait avoir au XVIIIe siècle à l'abbaye, enfin là c'est fin XVIIe à l'abbaye de Bourgueil. Là on change un peu d'époque, enfin pas d'époque, mais en tout cas on change de type d'archives. On est dans des archives privées, ce sont les archives du fonds du château de Ménard, en Loir-et-Cher, célèbre donc évidemment pour son château et son aménagement de Monsieur de Marigny. Et nous avons ici un plan qui fait partie d'un ensemble, d'un fonds très important, qui est lui aussi accessible en ligne sur le site des archives départementales de Loir-et-Cher. C'est le plan d'ensemble de la route d'Orléans à Blois, passant par Ménard, sans doute 1769, parce qu'il y a des mentions de 1769. Et vous avez ici des éléments qui précisent qu'il s'agit d'un document de travail, puisqu'on donne des coûts et des estimations par rapport à l'entretien de la route. Mais il se trouve que le dessinateur, évidemment, a pris le temps de faire un élément, enfin de montrer le petit parc, le jardin côté Loire ici, et puis ce qui est un élément du grand parc, mais je n'ai pas mis tout le reste, c'est un détail. Et vous avez tout le grand parc qu'on voit encore aujourd'hui. Si vous passez sur l'autoroute, vous avez ce grand mur. Et si vous passez en train, vous traversez le domaine de Ménard entre la partie du parc, du petit parc et du grand parc. Et d'ailleurs, le château est à vendre pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, donc ça c'est l'intérêt de Ménard, et c'est vrai que ce fonds est intéressant parce que vous avez à la fois les plans, mais vous avez aussi des petits éléments comme ça. Je me suis permis de le mettre. C'est pas tout à fait l'histoire des jardins, mais quand même, il s'agit de ce qu'on met dans le jardin. Un projet de tente pour un rond, pour le rond de Cours, donc Cours-sur-Loire, avec le dessin de la tente qui était installée dans le cadre de ce jardin, dont on a aussi toute la description des fabriques. Et je vous renvoie, si vous avez le temps d'aller musarder sur le fond, vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, pour continuer, toujours dans la promenade que je vous ai annoncée, voici un plan géométrique. Alors, je l'ai pris parce qu'en fait, il est joli aussi. Enfin, c'est bien écrit, c'est une calligraphie tout à fait importante. Il est daté février 1786 et il vous donne un certain nombre d'éléments. Plan géométrique des maisons et closeries de la Haute et Basse Plaine et Plaine Galichet, situées paroisse de Fondette et Saint-Cyr-sur-Loire, près et au nord-ouest de la ville de Tours. Et ce sont les propriétaires, la veuve du sieur Henri-Pierre Gouin, bien connu à Tours, qui donc demande à ce qu'on lève, et vous avez un arpenteur géomètre. Là, on est dans un document utilitaire. Il s'agit de savoir où sont les propriétés, qui les occupe et comment on les représente. Simplement, on a la chance d'avoir des propriétaires qui ont quelques moyens et qui font faire un plan qui, en plus, est joli.
Donc là, on est dans le domaine du registre foncier, un plan qui est lié à un registre foncier qui indique les terres relevant d'une propriété ou d'une seigneurie, ça existe encore au XVIIIe siècle évidemment, la limite des sensibles, la limite des terres, la limite, la nature des biens, les surfaces, les redevances dues, les services à rendre, les usages locaux. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les plans, globalement la famille des plans terriers, qui sont toujours comme le cadastre. En fait, le cadastre n'a fait que reprendre en fait, ce qui se passait déjà avant. Vous avez un registre dans lequel vous avez les noms, vous avez les propriétés et les noms des propriétaires, parfois des registres inversés avec les propriétaires et les noms des propriétés, et puis vous avez la représentation graphique de tout cela. Donc ça, vous avez ce joli cartouche, mais voilà, ça c'est de l'autre côté, vous avez l'emplacement, on vous dit numéro 1, emplacement des bâtiments de la haute plaine, parterre, bosquet et cours, donc ça vous donne une indication qui n'a pas été faite pour que vous fassiez l'histoire de la maison des hautes plaines, mais qui est juste pour dire que ça c'est un parterre et ça c'est une cour. Et puis vous avez les allées et promenades, et puis vous avez la contenance. Et vous avez même vous avez une notice très intéressante ici qui est une sorte d'origine de propriété, voilà, formant l'enclos de la dite maison, acquis par monsieur et madame Gouin de monsieur Verger, trésorier de France, par acte de monsieur Tenon, notaire à Tours le 27 septembre 1780. Donc là, vous n'avez rien demandé, mais vous avez en plus le grand plaisir d'avoir la date de l'acte, et vous allez évidemment dans les archives de maître Tenon à Tours à la date, et vous trouvez l'acte de vente. Ce qui décrit encore tout enfin, ça permet de compléter la source. Sauf qu'à l'origine, ce document notarié n'a strictement rien à faire. Ce n'est pas pour faire de l'histoire, c'est juste pour qu'on garde une trace validée d'un contrat de vente entre un acheteur et un vendeur. Donc là, vous voyez, voilà, je vous ai fait un détail du plan. Donc on fait un plan, mais on fait quand même un très joli plan. Donc on représente les arbres, ça c'est classique, mais vous avez quand même ici la maison qui est la barre, j'ai perdu la souris, elle est là. Vous avez la maison qui est ici, et puis vous avez les parterres, les bosquets, et puis les charmilles ici. Alors, pour continuer dans ce type de document, vous avez ici un autre extrait, c'est des atlas. Ça, le titre, c'est Atlas des plans à terriers et des terres de Mademoiselle de Béthune en Touraine. Premier volume, vous en avez, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Donc c'est des grands formats, de très très grands formats. Donc il faut imaginer aussi que ça génère une économie derrière. Il y a des gens qui sont dessinateurs, arpenteurs, et qui produisent pour les propriétaires un certain nombre d'outils. Vous avez ici le numéro détenu, toujours, la nature des héritages. Donc vous avez un jardin, vous avez un bâtiment cour et jardin. Ça c'est typique la description, une maison cour et jardin. Vous avez ça de façon récurrente dans toutes les descriptions. Et comme je vous l'ai dit, la contenance, la dénomination des héritages pour être sûr qu'on parle du même lieu, c'est toute la toponymie, le nom des propriétaires et le nom des fiefs auxquels ils sont rattachés. Ça donne ça une fois que c'est représenté. Alors là c'est moins intéressant parce qu'on n'a pas le détail des jardins, on a juste des masses vertes, des masses de couleurs qui vous indiquent globalement que c'est plutôt planté avec c'est plutôt un bois, mais vous n'avez pas le détail. Là, c'est un autre type, on pourrait appeler ça le terrier des moines, si l'on veut. C'est ce qu'on trouve auprès des fonds des abbayes. Ça, vous avez ça dans les séries G pour le clergé séculier et H pour le clergé régulier, dans les archives départementales. Ce sont des terriers. Là, c'est le terrier de Saint-Cyr. C'est un énorme registre, il y en a 2. Il y a 352 feuillets papier, 104 plans, et vous avez l'intégralité en 2 volumes, donc ça doit faire 500 feuillets, de toutes les propriétés qui relèvent de Marmoutier et de tous les grands fiefs de la seigneurie de Saint-Cyr. C'est un but aussi financier, mais il n'est pas dénué d'esthétique. Donc là, vous avez, ça c'est la Grande Péraudière, ici, et vous avez ici la rivière de Loire. Ça vous donne aussi une analyse. Ça c'est l'ancienne église de Saint-Cyr-sur-Loire pour ceux qui connaissent. Et on remonte et on est au parc de la Péraudière qui est devenu aujourd'hui un centre équestre. Et vous avez encore ces bâtiments, une partie de ces bâtiments-là. Et vous avez ici les rattachements, le fief de Chaumont, les différents clos, et vous avez les croix qui marquent les carrefours. Et vous avez aussi tout le réseau. Là, on est à proximité d'une ville. C'est intéressant aussi de voir qu'on a aussi ce type d'information à proximité d'une ville. Restons un peu à l'extérieur. Maintenant, repartons un peu plus loin. Nous sommes du côté de Beaumont-la-Ronce. Alors, je suis désolé, les exemples sont principalement tourangeaux, mais je connais un peu mieux les fonds. Et puis, c'est valable là, mais vous avez la même chose partout. J'ai montré tout à l'heure des exemples dans le Cher. Vous avez des terriers dans le Cher, vous avez des terriers dans tous les départements, dans tous les fonds, puisque c'était le mode normal de gestion d'un territoire sous l'Ancien Régime. Là, on est dans le fond de Beaumont, donc la famille de Beaumont, de Bonin de la Bonnière de Beaumont, qui sont implantés à Beaumont-la-Ronce depuis 1396. Et au moment de la transformation de la seigneurie en marquisat, en 1759, il a été dressé un nombre incroyable de plans pour
illustrer toutes les propriétés. Et à ce moment-là, on a pu aussi montrer un certain nombre d'éléments. Et vous avez évidemment ici des représentations beaucoup plus précises que sur le terrier qu'on a vu tout à l'heure, puisque quand vous croisez le numéro, vous cherchez le numéro 18 sur... voilà, vous avez le numéro 1, 2 autour de la ferme et le numéro 18. Vous avez d'un côté bâtiment et jardin, ça va, mais vous avez surtout garenne. Donc là, on est dans le schéma classique, le bâtiment, le jardin autour, un petit jardin, un élément potager, des vignes. Dans le numéro 7, 8, 9, ce sont des vignes. Et puis vous avez la garenne, qui est le grand parc. Ça, c'est vraiment la représentation classique. Mais je pensais que c'était important de vous les montrer. Et puis vous avez toujours les propriétaires, enfin les occupants en tout cas, puisque ça appartient au seigneur de Beaumont. Un autre, toujours le même fond de Beaumont, pour vous montrer, là on est en village, en plein village, le château de Beaumont, pour ceux qui connaissent, la route aujourd'hui passe comme ça, elle fait toujours ce tracé-là. Vous avez des jardins potagers, le château et la basse-cour, un carré de jardin plutôt esthétique, enfin un jardin d'agrément, et vous avez des jardins potagers, ça vous montre l'imbrication, et ici vous avez un plan de marronnier et charme, donc vous avez une pépinière. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'en fait, nous on a plutôt eu tendance à faire des catégories entre les jardins, jardins à la française, parterre et tout. Certes, ça existe dans certains endroits, mais dans la plupart du territoire, vous avez une imbrication de ces éléments-là. Et tout à l'heure, vous avez vu que le jardinier fait aussi bien l'entretien des grandes allées, parce que ça c'est un trait commun à tous les contrats d'engagement des jardiniers. Il faut que ça soit propre, il faut que les allées soient nettes. On vous dit parfois combien de fois il faut les ratisser par semaine, ça c'est assez amusant. Mais le reste, le jardinier s'occupe aussi s'occupe des arbres à fruits. Il entretient, il s'occupe parfois de la vigne. Donc il y a vraiment un mélange qu'on n'aurait pas tendance à imaginer quand on est plutôt en train de penser à une vision plus séparée et plus catégorisée des choses. Alors là, un plan qui est en assez mauvais état, mais c'est quand même un plan. Alors celui-là, il est inédit. J'ai pu faire une photo chez une restauratrice. C'est un plan qui appartient à la Société archéologique de Touraine. Un plan qui est de 1740 et qui est en cours de restauration. J'ai fait un zoom. Vous avez la cathédrale Saint-Gatien, ici, à Tours. Vous avez le mur, ici, dit gallo-romain, évidemment. Et puis vous avez la topographie habituelle d'une ville, ce sont ces jardins au pied des murailles, ici. Voilà. Et puis vous avez un certain nombre de... Alors c'est là la question toujours de la critique. Est-ce que ça c'est vraiment comme ça ou est-ce que c'est juste pour faire joli? Est-ce que la grosse fleur qui est là existe ou pas? En tout cas, ça donne déjà un élément. Là, on a les... Voilà, ça c'est... Vous avez d'autres couvents. Ça vous donne quelques idées au moins sur la répartition et la présence. Et là, le plan est beaucoup plus grand, donc on peut l'étudier à l'échelle de la ville de Tours. Et puis, pour montrer que les choses durent dans le temps, ça, c'est un extrait d'un plan d'archives privées qui est encore accroché au château de Baudry, à Sérel, au nord de Tours. C'est la permanence d'une représentation des jardins. Alors, c'est un jardin particulier parce que la partie ici de l'étang, de cette partie-là hydrographique, et la partie du canal est attestée. On a la preuve, on sait que ce sont des élèves de Lenôtre qui l'ont tracé. Et là, on a un état 19e avant l'intervention d'Édouard André, qui a aménagé 40 hectares. Toute cette partie-là a été réaménagée par Édouard André. Et si vous avez l'occasion d'aller le jour des rendez-vous au jardin et vous ne connaissez pas ce lieu, allez au château de Baudry, à Sérel. C'est 40 hectares, Édouard André, pur jus, sans intervention nouvelle, avec un château qui date de la fin du 19e et qui vient se caler avec le jardin. Donc ça, c'est très intéressant. Mais là, je voulais vous montrer qu'on avait aussi la maison des jardiniers ici, les vignes, et puis toujours le grand paysage, les prairies, et voilà, vous avez un tout petit parterre. Et aujourd'hui, le parterre est plus grand. Enfin, le miroir d'eau a été revu par Édouard André. Dans les sources, il y a aussi les sources iconographiques, bien sûr. Là, je vous passe assez vite, mais on découvre parfois des éléments étonnants, comme cette école de pratique végétalienne de Luynes. C'est aussi une pratique du jardin qui date donc de 1924 et qui était une sorte de structure libertaire, végétalienne, donc totalement dédiée aux légumes et aux végétaux, qui n'a pas duré très longtemps, mais voilà, on a d'autres sources maintenant. Il y a eu des études, mais c'est vrai que c'est assez amusant de les voir arriver là. On a un château 19e à gauche dans les Yvelines. Alors là, j'ai voulu montrer ces deux photos parce que Chambord, on va y revenir pour autre chose, évidemment, pour les jardins, mais je voulais juste vous montrer cette photo qui vient d'un fonds privé. C'est la famille Dreux, la famille Dreux, dont l'un des membres était concierge au château de Chambord.
Alors là, c'est un carton d'invitation, c'est un visuel pour une exposition qu'on avait fait il y a quelques années, mais ce qui m'avait frappé, et c'est pour ça que j'avais choisi le visuel, ça s'appelait Image d'un château. Et je trouvais tout à fait surprenant de voir que le centre de la photo, c'était le gamin qui était dans l'arbre. Et ça vous montrait aussi la relativité de la source, puisqu'en fait, là, tout le monde regarderait plutôt le château, alors qu'en fait, la famille regarde l'enfant. C'est un point de vue un peu décalé. À droite, vous avez un fond. Ça vient d'un fonds photographique de la famille Arcicot à Tours, et c'est aussi toute la sociabilité autour des jardins. Là, c'est l'amicale des jardiniers de Saint-Symphorien, Sainte-Radegonde. Il y a donc une fête, et donc voilà, on pratiquait le jardin déjà, comme on trouve aujourd'hui le jardin école à Montreuil. On a eu une présentation à la journée des jardins il y a très peu de temps. Voilà, c'est un choix tout à fait arbitraire. Le grand séminaire de Versailles, c'est pour montrer le potager. Artane, c'est parce que ça donne une image du village avec ces jardins. Là, ce sont des jardins ordinaires, des jardins du quotidien que vous avez. La publicité aussi, avec les jardins horticoles, les établissements d'horticulture, et puis les militaires. Le camp du Ruchard, à côté d'Azel Rideau, où vous avez des petits parterres devant les baraquements. Là, vous avez aussi autre chose, c'est une usine de produits pharmaceutiques. Donc on est aussi à cheval, à mi-chemin entre la publicité et la documentation. Et puis, dans le fond Arcicot, vous avez des jardins participatifs, des jardins collectifs, à côté de Tours. Je vous renvoie pour ça aussi à la revue en ligne du ministère de la Culture qui s'appelle In Situ. Il y a eu, j'ai plus en tête l'année, mais il y a eu un volume entier sur les jardins collectifs, dans lequel on vous explique comment est né ce mouvement. Très rapidement, pour voir des cas concrets, et ce cas particulier qui est la pagode de Chanteloup, vous connaissez sans doute toutes et tous, ça c'est ce qui reste, c'était une fabrique de jardins. Ici, un détail d'un plan sans hauteur qui fait, alors là il fait 2,50 m par 1 m de large. Donc là j'ai pris un détail, il a été pris en très haute définition. C'est juste pour vous montrer le petit parterre qui se trouve là. C'est un plan de l'époque Choiseul, avant les transformations des jardins. Il est déjà exceptionnel par son format. On voit bien la cascade ici qui a été transformée, enfin le jeu d'eau qui a été transformé, la terrasse d'eau qui a été transformée ensuite en boulingrin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Gardez bien en tête cette forme. Parce que dans le même fond, on a la chance d'avoir un document, enfin 2 documents ou 3 documents qui sont tout à fait incroyables et qui sont les documents de travail du paysagiste, on dirait aujourd'hui, mais du dessinateur de jardin, on dirait-on à l'époque, qui a décidé de garder, vous voyez en dessous, vous retrouvez le schéma du jardin régulier, qu'on pourrait dire à la française, et puis vous avez la feuille de travail pour le transformer dans les années, après les années 1776, en jardin anglo-chinois, comme on dit à l'époque. Et vous avez notamment une mention, ici, qui vous donne tout l'intérêt du dossier, du document, une futaie épars ça et là pour rompre la ligne. Et vous avez tout d'un coup l'explication du passage du jardin régulier au jardin anglo-chinois, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque. Et vous avez ici la trace. Alors c'est très fragile parce que c'est du crayon, et ça a été fait à l'encre. Et là, vous avez des futaies, ça et là, pour rompre la ligne. Vous avez à nouveau cette mention. La même chose ici. Vous voyez, on part de cette allée-là, très rectiligne, on est dans un plan ordonnancé. Et puis vous avez ici un arbre, ça et là, pour corrompre la bordure. Voilà une autre façon de voir les choses. Dans le cadre des jardins, vous avez aussi des documents qui sont moins intéressants d'un point de vue esthétique et d'un point de vue informatif. Là, je pense que ce n'était pas un grand dessinateur, mais c'est un prieuré dépendant de l'abbaye de Beaulieu, Notre-Dame de Crouzille, où finalement il y avait un problème d'accès. Vous voyez bien qu'on s'occupe plus des portes que du contenu du jardin. Mais on trouve dans les fonds des querelles. Il y a notamment une affaire en 1494 où les religieux de Marmoutier se plaignent des habitants de Saint-Laurent en Gâtine parce qu'ils ont un droit de passage dans le jardin du prieuré, qui est un jardin clos avec des huisseries qui ferment à clé. D'habitude, ils font une procession pour passer et repasser avec la bannière de l'église, l'eau bénite et la croix, à condition de tout remettre en ordre. Et puis, patatras, le jour de la Toussaint de 1494, la procession passe, mais ils détruisent les choux, les poirées, qui sont des sortes de bêtes, le persil et toute autre chose étant au jardin. Et en plus, ils cassent une porte. Donc il y a une plainte. Et donc si on n'avait jamais eu cette affaire-là, on ne savait pas ce qu'il y avait dans le jardin et comment fonctionnait ce système, cet écosystème du prieuré et de ses usagers. Je passe très vite sur le château de Chambord, mais c'est intéressant de voir comment on a travaillé. C'est une gravure, c'est la gravure de Perel du fin 17e. Je vous renvoie pour tout ça à un article de Simon Briand, qui est archéologue, et Cécile Travers, qui est archéologue des jardins, qui est en ligne. Vous tapez le titre qui est assez amusant. C'est « Ni fait ni à faire, Chambord, un château à choix multiples ».
Je leur laisse la paternité du titre. Mais en tout cas, c'était un colloque sur l'archéologie à Versailles en 2017. Et il y a un article très intéressant sur les sources archéologiques qu'on peut trouver autour d'un jardin. Là, vous reconnaissez le château, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie qui est là. Vous avez un pont, deux ponts. Ici, un petit élément, un glacier un peu plus élevé. Ici, on passe en 1693. Vous avez toujours le château. Vous avez le pont ici. Vous avez cette forme qui correspond à un état assez long de ce château. Et puis vous avez ici le dessin avec marqué projet de canal. Et là, vous aviez l'arrivée. Ça, c'était la chaussée pavée. On a retrouvé ici quelques mètres carrés de pavage de l'époque de Louis XIV. Et on a retrouvé à la fouille, évidemment, tous les contreforts de la partie maçonnée. Parce que le Chambord que vous connaissez aujourd'hui avec les jardins, avant les jardins, il était quand même dans un état du XVIIIe siècle, puisque toute la maçonnerie était une maçonnerie du XVIIIe, vous allez le voir. Donc là, vous voyez, l'intérêt de ces sources, c'est qu'elles sont cumulatives finalement avant la lettre, même si l'objectif principal de ce document de 1693, c'est de savoir où on doit faire le tracé et comment on doit le tracer. Et là, vous avez une comparaison qui, j'espère, est lisible. Oui, je vais vous expliquer. À gauche, vous avez un état réel de décembre 1700, qui vient à l'appui des hypothèses de datation des travaux. On voit bien canal commencé, donc on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Et puis, on a à droite ce qui a été perçu ici. Je n'ai pas réussi à faire la partie arrondie, mais elle est là. Vous la retrouvez ici. C'est ce qu'a donné le sondage, la prospection géophysique en résistivité. Je vous passe les détails. C'est le fait d'envoyer une onde et de savoir comment elle réagit en fonction de la densité de ce qu'il y a en dessous. Et en fait, on a un jardin en ombre. Ça, c'est l'ombre du jardin qui a existé et dont atteste le document de 1700. Et entre les deux, il y a une petite différence de temps et d'outils, mais en fait, c'est intéressant de pouvoir les comparer, et c'est comme ça qu'on a pu travailler pour restituer les jardins. Voilà l'autre élément qui a permis de travailler sur les jardins. Là, c'est vraiment très survolé, mais enfin, c'est pour vous donner l'idée. Ça, c'est une gravure de Rigaud 1748, et vous voyez un certain nombre de points de calage qui ont servi aux paysagistes. Le fait que l'allée reprenne la largeur du château, évidemment, vous la retrouvez ici. Les contre-allées, les petites allées, les bandes et les parterres et les broderies. Ça a été ajouté parce que sur un plan du 18e, on avait un plan validé, on avait la certitude que ça avait existé. Et ici, voilà, enfin, vous connaissez le nouveau. Donc ça a recalé le château dans un entre-deux. Le jardin a permis de faire la liaison entre la partie forestière. Comme tout à l'heure, on voyait la Garenne, mais là, à l'échelle de 5000 hectares, on a la Garenne, la forêt, et puis tout d'un coup, on arrive sur le grand paysage. Ici, on a une perspective à 3,5 km, et de l'autre côté, on a une perspective à 3,5 km, ce qui fait qu'en tout, on a une perspective totalement rectiligne passant par le cœur de l'escalier à double révolution de plus de 7 km. Et tracée comme ça sur les plans, en tout cas. Alors, très vite, les archives, mais ça, c'est du papier. Voilà, donc ça, c'est un marché et convention fait double. Je vous rappelais tout à l'heure, vous l'avez vu en inventaire, la vicomtesse de Montboissier. Donc voilà... Moi, Charles, je m'oblige à bien ensemencer en saison convenable, en légumes gros et menus, tout le potager qui est près de l'étang d'Aluy, appelé le grand potager, tous les carrés de potager qui sont dans l'enceinte du parc, et puis on passe les détails. Donc à chaque fois, c'est pareil, vous avez d'un côté quelqu'un qui demande un service, qui engage quelqu'un, et quelqu'un qui rend le service par voie de contrat. Et ce n'est pas pour faire de l'histoire, c'est juste parce qu'il faut qu'il y ait un contrat qui détermine le cahier des charges. Ce n'est pas plus compliqué que ça, simplement... Là, vous avez un preneur, un bailleur, et ça, vous avez un devis parfois. Alors ça, on a des devis pour Chambord, on a un devis de ce qu'il faut faire pour entretenir le parc, on a d'autres devis, et puis le contrat arrive, et ensuite, vous avez le mémoire, ou la quittance, donc la pièce financière, parce que c'est toujours une question de contrat, d'exécution du contrat, de cahier des charges, et de respect du cahier des charges, et in fine, de paiement. Donc là, vous avez donc ce contrat avec donc, le jardinier du château d'Aluy. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Voilà. Alors ça, c'est une correspondance privée qui se trouve aux archives départementales que j'ai achetée. Ça, c'est par voie d'acquisition. Ça passait en vente. C'était de la correspondance entre le seigneur de Chenonceau et son régisseur. Alors ça n'a pas fait grand prix parce que c'était pas sur Diane de Poitiers, Catherine de Médicis ou Philibert Delorme. Sauf que pour l'histoire d'un bâtiment ou l'histoire d'un domaine, la correspondance avec le régisseur est tout à fait cruciale. Donc là, vous avez le régisseur, enfin le propriétaire qui dit, voilà, je serais bien aise de trouver une bonne petite récolte d'oranges, citrons, cédras, etc., si je puis, comme je le désire, aller faire nos vendanges. Bon, vous avez à la fois ce qui pousse dans le jardin et la pratique, je vous disais tout à l'heure, la pratique
d'un seigneur d'aller faire ses vendanges, d'aller faire sa récolte, et donc de pouvoir profiter de son jardin. Vous avez aussi la même chose, vous avez vu tout à l'heure l'inventaire de cette correspondance de ce monsieur Dodin, le surintendant, contrôleur des générales des finances. Et là, il dit « Je ne doute pas que vous n'ayez eu grand soin de recommander aux jardiniers que je trouve abondamment ce que l'on peut avoir de légumes pour la saison, avec bien des racines pour ma table. Vous aurez soin d'avoir un boisseau de fèves, un boisseau de nantilles, c'est des lentilles, et un boisseau de pois. » Voilà, après, il vous raconte toute la suite. Il faut donner du fourrage à son mulet. Enfin bon. Mais ça fait partie de la vie quotidienne, le jardin, et de ce qu'on peut en attendre pour présenter les éléments. Alors, dans le même fond, il y a une autre façon, c'est la sociabilité, l'intérêt du jardin. Je cite, « J'ai promis de prêter ma maison à monsieur Dubois, directeur général des ponts et chaussées. » C'est le frère du cardinal Dubois, de l'époque de la Régence, mais en plus compétent. Qui doit aller visiter le chemin de Maintenon et qui pourra séjourner 2 jours avec quelques officiers des ponts et chaussées. Bon, jusque-là, rien d'original. Vous les recevrez du mieux que vous pourrez et vous leur donnerez les meilleures chambres et des fruits et légumes de mon jardin. Donc, on est sur le même plan, c'est l'accueil. Et dans le même esprit, une lettre de reproche à son régisseur, puisqu'il a eu une livraison de fruits gâtés à Paris. Je cite, « Le jardinier doit faire plus attention. Des fruits qui arrivent de la sorte ne font ni honneur ni profit. » Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu par rapport à la production que peut avoir dans sa campagne quelqu'un qui est fortuné, évidemment, et qui habite à Paris. Là, c'est un détail, mais ça vient du même fonds. C'est une autre partie d'un fonds de la famille de Beaumont, apparenté, 19 septembre 1813. Je l'ai gardé parce qu'il y a marqué détail indicatif sur la plantation du jardin anglais. Et ce n'est pas si commun de trouver cette mention de jardin anglais en 1813. C'est Brulon, qui est pépiniériste à Tours, et qui donne le détail. Il donne le détail de tout ce qu'il va faire. Quant à la clairière qui se trouve dans le bois, on a tracé des allées circulaires et qui est remplie de bruyère. On pourrait y mettre des jeunes ormeaux de 2 à 3 pouces. Et puis, il fait tout un... Enfin, il vend en fait, c'est une prestation de paysagiste, c'est pas autre chose. Voilà ce qui est livré au jardin. Donc, on a la liste, et ça, on en trouve assez souvent dans les fonds privés, des listes pour le 19e, des listes d'arbres, des sorbiers, des épines, voilà, des acacias, des arbrisseaux, des arbustes. Enfin, en plus, c'est très lisible. Hein, on est au 19e, ça se lit assez bien. La même chose, ça c'est la livraison du pépiniériste, il a fait son mémoire et ensuite il a sa livraison, puis après vous avez la quittance, mais je vous fais grâce de la quittance. Alors ça c'est autre chose, on va changer pour finir, on va passer un peu dans le jardin du 21e siècle. Ce sont des images qui ont été obtenues dans le cadre d'un appel à projet régional qui s'appelait Solidar, avec le laboratoire archéologie et territoire de Tours. On a travaillé avec le domaine de Chambord, la forêt de Boulogne, on a scanné en 3D pour faire simple, à partir d'un avion en hiver, donc sans canopée. On a donc fait un scan 3D de une trentaine de milliers d'hectares, la forêt de Boulogne, la forêt de Russie, la forêt de Chambord et celle de Blois. Et donc on a toute l'altimétrie, c'est un nuage de points, je vous passe sur les détails parce que je ne sais pas complètement, mais en tout cas moi, je savais ce qu'on allait avoir. Et on a eu la surprise de travailler, notamment de voir le jardin du château de Beauregard. Donc voilà ici une vision, ce ne sont que des nuages de points. Si on zoome, on ne voit que des points, puisque c'est du scan 3D. Mais c'est extrêmement intéressant parce que l'altimétrie permet ici vous avez de voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Là vous avez un scan de plans de labour qui ont été repris par la forêt. Vous avez ici les bâtiments de Beauregard et puis vous avez une partie du jardin pour lequel vous avez cette vision assez surprenante. Alors pour conclure, 2 images qui sont très différentes. Vous avez vu que les sources de l'histoire des parcs et jardins sont disponibles, qu'il faut simplement prendre le temps de les chercher, qu'il faut essayer de trouver la bonne méthode. Et on en a parlé à la journée d'études la semaine dernière sur les jardins, dans le cadre des rendez-vous au jardin à Paris. Je crois qu'on a réussi à convaincre, en tout cas, on a lancé l'idée, je pense que la DRAC sera fer de lance dans cette opération, l'idée de faire en sorte de mettre au point un vade-mecum. On avait en Indre-et-Loire un vade-mecum sur votre maison a une histoire. On expliquait aux gens comment faire l'histoire de leur maison à partir du cadastre, à partir des notaires, à partir de diverses sources. Et là, je pense qu'il y a un filon, il y a quelque chose à exploiter qui serait la mise à disposition des propriétaires de jardins ou de toute personne qui veut travailler sur son jardin ou l'histoire de son jardin, d'une sorte de vade-mecum qui reprendrait évidemment de façon illustrer des exemples en disant voilà, vous avez un jardin, telle source vous permet d'aller vers telle source, de renvoyer de l'une à l'autre et d'essayer de montrer comment on peut faire et comment finalement on fait de la généalogie familiale. Ça c'est facile à faire, maintenant tout est en ligne.
tout n'est pas encore en ligne pour les sources de l'histoire des jardins, mais on peut quand même s'en approcher et commencer à faire des choses intéressantes. Et puis, il y a aussi des études systématiques à lancer dans les différents départements à partir du cadastre. Ça n'a pas été fait partout, et c'est vrai que c'est intéressant. Et ça, les services de l'inventaire sont certainement en train de travailler à ces éléments-là. Et donc, ces éléments-là permettraient de, finalement, arriver à mieux connaître les jardins que l'on connaît moins, qui sont ces jardins, finalement, assez peu visibles. Alors, à gauche, pour terminer, vous avez le galant jardinier. C'est une gravure de Watteau, 1728. Et puis à droite, une photo que j'ai prise hier dans le Marais de Bourges, qui est un lieu incroyable si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez vous promener dans le Marais de Bourges, vous verrez du jardinage ordinaire, des jardins voilà, qui sont nourriciers. Et pour finir, juste une toute petite citation d'un ouvrage de Karel Čapek qui s'appelle « L'année du jardinier », dont je vous recommande la lecture. « Le jardin n'est jamais fini. En ce sens, le jardin ressemble au monde et à toutes les entreprises humaines. » Je vous remercie.